les lenteurs. Ça veut dire que ça ne donne pas, non? On va dire que vous n'avez pas l'habitude des tribunaux. Non, je parle bien, je suis très bien. Si vous allez Il va finir, il va aller à un certain nombre. dans n'importe quel tribunal de première instance, Oui. en matière correctionnelle, vous allez voir, il y a des audiences qui durent 24 heures. Sauf qu'il y a le tribunal de première instance. Oui, je suis très bien, sauf qu'il y a des procédures. Attendez. Vraiment, quand vous me posez une question, Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes déjà allé au tribunal de première instance de fou pendant les audiences correctionnelles? Pas en faux. Bon, ok. Même ici au centre administratif, essayez d'y aller. Vous allez voir, d'abord, le rôle est long, parce qu'il y a de nombreuses affaires. Tout à fait. Il y a des affaires qui durent 10 heures, 15 heures, 20 heures, 24 heures. Tout à fait. Ça, c'est pour informer et situer nos auditeurs. Maintenant, vous dites qu'il y avait des étapes de procédure. Je suppose que vous avez cité les éléments que l'avocat vous a donnés tout à l'heure, et vous-même vous l'avez dit, que dans une étape de la procédure, il y a ce qu'on appelle le cross-examination, c'est-à-dire qui permet à l'avocat de l'accusé de poser des questions aux témoins. Aux témoins. Voilà. Ils ont zappé ces étapes-là. Eux-mêmes, volontairement. Ça veut dire que les accusés ont refusé de s'exprimer. Il vous a également dit que l'occasion ne leur a pas été donnée de bien se défendre. Vous savez ce qu'on appelle le droit de la défense? Le droit de la défense, c'est un ensemble de moyens qui sont offerts par le tribunal à l'accusé de se défendre par tous les moyens possibles pour sortir de la situation qui lui est de façon présumée imputée. Mais il fallait assister à ces audiences. C'était plutôt des conseils de chansons. Moi, je prépare tout à fait. Voilà, ok. Donc, si déjà le juge leur donne la parole, le collège leur donne la parole, au lieu de s'exprimer, se mettre à faire des chansons, à porter la rengaine, ça veut dire qu'ils refusent volontairement de se défendre, de fournir les moyens de leur défense, de donner les arguments de leur défense, y compris leurs avocats. Et il y a eu plusieurs audiences comme ça. Vous ne pouvez pas le nier. Et l'élément de récusation dont vous parlez, qui est allé à la Cour suprême, il n'était pas suspensif de ce qui s'est passé. Encore que là maintenant, ils ont la possibilité de relancer le dossier. Moi, j'ai dit, Ayoub Tabé et compagnie ont raté deux opportunités. La première, c'est de véritablement transformer ce tribunal en tribunal politique, pour qu'ils nous disent clairement ce qu'on appelle la sécession, qu'est-ce qu'ils en entendent, quels sont les éléments qui fondent leur revendication politique, parce que c'est une revendication politique. Deuxième aspect du problème, ils ont raté l'occasion de se défendre à titre personnel. Parce que ce sont aucun avocat ne peut plaider devant une cour ou une chambre ou un tribunal criminel. Aucun avocat. Les avocats sont là pour soutenir l'accusé. On ne plaide pas là-bas par procureur. C'est-à-dire, vous devez vous défendre d'abord vous-même, développer un certain nombre de moyens pour démontrer que ce dont on vous accuse est faux, ou alors que c'est mal structuré ou c'est mal formulé. Donc moi je dis, nous pouvons aujourd'hui relever des éléments de procédure, parce que dans votre question, vous voulez dire que les choses se sont accélérées parce qu'on voulait tout à fait les condamner. Non, c'est pas ce que je dis. Heureusement, ce n'est pas ce que vous dites. Mais n'oublions quand même pas qu'ils sont là depuis janvier, interpellés depuis 2017. Janvier 2018. Donc, si en un an, un procès comme celui-là, je rappelle à ceux qui nous écoutent également que dans une audience criminelle, en général, les grands principes de droit exigent qu'il soit équitable, qu'il donne la possibilité aux accusés de s'exprimer, qu'il leur donne la possibilité d'avoir des avocats, qu'ils puissent être assistés par des assistances juridiques. Et il y a un certain nombre de documents qui ont circulé, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été rassemblés, que nous tous, nous savons ce dont ils sont accusés. Ils ont bien pris connaissance, et il vous l'a dit, que c'est des gens qui sont intelligents, qui savent lire, ils ont pris connaissance des dispositions du code pénal. Et le RDPC, comment est-ce que vous avez accueilli cette... Le RDPC n'a pas de sentiment là-dessus, nous n'avons plus de complexe en ce qui nous concerne. Le RDPC n'a aucun complexe par rapport aux procédures judiciaires. C'est-à-dire que vraiment, ce sont des procédures qui nous laissent dans la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire un parti politique qui n'influence pas les procédures, qui ne cherche pas à les influencer ni pour ni contre, mais qui appelle le respect de la loi, parce que nous sommes nous-mêmes partisans de la constitution d'un état de droit solide
un État où seule la loi règle les questions sociales, un État où seule la loi est appliquée, et nous aurions souhaité effectivement que toute la loi soit appliquée. Il se trouve que c'est le cas. Donc les possibilités de recours sont ouvertes aux uns aux autres. Donc c'est une affaire dont tous les Camerounais ont eu connaissance à travers les rapports qui ont été faits par la presse, à travers l'expression des avocats. Vous savez que les avocats de Ayoub Sukutiabe et les autres se sont beaucoup exprimés, pas seulement dans les radios, dans les télévisions, sur les réseaux sociaux. J'ai même constaté un déficit d'expression de la part des avocats de l'État, mais je crois que les choses sont revenues à la normale. Une décision a été rendue, elle n'est pas définitive. Maintenant, ils ont d'autres voies de recours. Il y a l'avocat de Sissoko qui est là, qui fait des... Maître, est-ce que vous me faisiez signe tout à l'heure, cette norme, vous avez quelque chose à vouloir relever ou bien rebondir à ce que... Je voulais ajouter, Jean-Charles, mettre un accent sur le mot que vous avez utilisé, sur le verbe que vous avez utilisé qui me fait plaisir. Vous avez demandé pourquoi on a accéléré. Et c'est ça, je crois que c'est ça le mot clé ici pour mon confrère. Parce que quand on parle d'accélérer quelque chose, ce qui veut dire qu'il n'était pas forcé, il n'était pas condamné, n'est-ce pas, à faire tout ce qu'il a fait pendant les 12 heures qu'il a fait. Toi-même, tu étais au tribunal et tu as constaté qu'on a eu plus de 1000 pièces à conviction, plus de 6 tonnes des documents. Il n'a même pas fouetté ce document avant de rendre le jugement. C'est ça le problème. Donc quand vous parlez d'accélérer, c'est ça vraiment le verbe à utiliser que mon frère a manqué. Lui il ne sait pas expliquer sur cette phrase. Sur l'accélération. Léopold Daci, est-ce que vous allez prendre la parole après. Léopold Daci, est-ce que vous avez été surpris par, disons-le, même si à Gilbert Soma-Bongono, il ne faudrait pas qu'on parle de l'accélération de la procédure, parce qu'une procédure, quand même, à Gilbert Soma-Bongono, le sait très bien, a des étapes, et il est difficile parfois de parcourir toutes ces étapes en une seule journée. Vous parlez du procès ou de la procédure? Je vais parler du procès. Le procès, il est à la souveraineté de juges qui en ont la maîtrise. C'est eux qui décident d'accélérer ou de ne pas accélérer. Bon, il n'y a plus de procédure quand on est déjà en audience publique. Il n'y a plus de procédure. On peut mettre en délibéré à tout moment. Léopold Daci, est-ce que vous avez été surpris par ce verdict? Là, c'est une question. Condamnation à vie avec une amende de 250 milliards de francs CFA à payer, sensiblement le budget de certains pays, peut-être que j'imagine bien. Vous m'envoyez dans les codes avec votre question, mais permettez que je me précise un peu. Donc, il faudrait qu'on soit lucide dans cette affaire. Je pense que si on perd de vue les mutineries des prisons de Yaoundé et de Boya, on risque de perdre un pendant sur ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a un lien? Oui, bien entendu. Moi, je ne peux pas écarter. Nous avions parlé tout à l'heure, et le député Bégonon parlait tout à l'heure, nous avons parlé de lenteur judiciaire. Donc on a dû même, certainement dans la presse et dans l'opinion, tirer sur le ministre de la Justice, etc., qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc d'emblée, je pensais et je voyais que cette affaire-là pouvait aller de manière accélérée, pour revenir à votre expression, accélérée. Et cela a été dit. Ceci étant, Serge, Jean-Charles, autant pour moi, vous allez vous rendre compte que, à mon niveau, je ne sais pas si c'est déjà accessoirement d'en parler, ce qui me préoccupe tant, c'est de faire une liaison entre la sanction, le verdict devant le juge et je vais dire la portée politique de la chose. Moi, je ne dissocie pas, permettez-moi de le vous dire ainsi, la décision du juge de l'ambiance politique ambiante. Le problème pour nous, c'est, en tant que Camerounais, c'est qu'il y ait la paix et que le pays connaisse son intégrité et son unicité. C'est mon problème. En tant que journaliste, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, lorsque le juge a déclaré, a décidé que Sissoko Ayutabe et compagnie étaient condamnés à vie, à perpétuité, et devaient payer
25 milliards d'amendes, ce qui est excessif. 250 milliards. Mettez-moi du peu, 250 milliards d'amendes. Mettez-moi du peu. Et ceci par rapport aux dommages et intérêts subis par l'État du Cameroun. Parce qu'il faut le dire aussi, l'État considère. C'était plus que ça, rassurez-vous. Hein. Plus que ça, puisqu'il y a 10 milliards de francs CFA à payer. Oui, mais j'ai dit que le progrès n'est pas demandé plus que cela. 13 milliards. Voilà. Donc on est à 250 milliards, plus 13 milliards, ça veut dire 3 milliards qu'il faudra payer. Là n'est pas le problème. Ce qui me préoccupe, c'est la jonction entre le droit et la politique. Par exemple, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, je ne sais pas. Lorsque nous sommes en train d'envisager la rentrée scolaire pour le 2 prochain, aujourd'hui, Sisikou, on en a parlé, il en a parlé tout à l'heure. Sont votés à l'Assemblée nationale et les députés suppléants ont une place importante à jouer dans l'étude de ces lois. Maintenant, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que l'autorité ou bien l'État reste debout dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Je réitère cela. Personne n'a dit le contraire. L'État reste debout. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Parce qu'il y a l'un des panélistes ici qui a dit que, je crois que c'est même vous, au vu de certains reportages passés à Equinox TV et dans d'autres chaînes de télévision, faisant état de ce que les populations partaient massivement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Non, il faut pas dramatiser la chose. Non, le journal Le Quotidien, cette semaine, a titré, après ce verdict, que la justice camerounaise sèche les larmes des victimes. D'ailleurs, demain, nous allons poursuivre dans cette logique avec, on va présenter au peuple camerounais des actes ignobles qui ont été posés par ceux qui prétendent vouloir diriger un pays et qui ne promeuvent pas l'éducation. Vous allez voir de vous-même l'atrocité autant pour moi, des faits qui ont été posés par Sisikou, Yukambe et compagnie. Je suis même surpris de savoir que dans ce pays, quelqu'un peut se lever et dire que dans sa posture d'avocat, il défend ces gens-là. Bon, c'est une parenthèse, je la referme vite. Non, je crois que c'est une parenthèse, je la referme vite. Donc, Jean-Charles, l'avocat devait défendre tout le monde. J'ai dit, c'est une opinion. Je crois. Maître, il n'y a pas de souci. Non, mais pas. Vraiment, c'est un j'ai juste ouvert une parenthèse et je l'ai refermée. Vous allez réagir après. Demain, vous allez voir, au moins dans 10 journaux, la présentation des affres posées par ces sécessionnistes qui terrorisent les populations. Moi, j'étais à Boya. Parce que quand je parle des faits, je vais sur le terrain. J'étais à Boya. Je vous dis que quand on lit aussi les rapports pas seulement quand on lit pas seulement les journaux, mais également des rapports faits par des organisations indépendantes, vous pensez on accuse pas seulement. En fait, c'est pour vous dire. Moi, je parle dans ma posture de journaliste, si vous me permettez. Moi, je sors de Boya, un gosse donc a été lancé il y a 2 jours. Tout à fait. Et je veux vous dire que les populations à Boya, tout au moins dans leur ensemble, sont contre ce Gosdon, n'approuvent même pas ce Gosdon. Elles sont juste martyrisées, mais je peux pas, je ne sais pas, l'expression ne me vient pas. Elles sont menacées par des petits voyous, des gars qui ont grandi dans les différents quartiers et qui disent, si vous laissez vos enfants aller à l'école tel jour, nous allons assassiner professeurs et élèves. Et c'est ce que nous entendons dans notre posture de journalistes responsables d'organes de presse. Nous devons défendre cette République à notre niveau et dire que on envoie des reporters sur le terrain, voir comment l'autorité de l'État est debout. Ça veut dire que la sécurité pour les élèves et pour les enseignants sera assurée. Il ne faut pas céder au chantage. C'est le chantage là qui fait que les gens, quelques personnes paniquées, puissent se déplacer. Mais les populations en elles-mêmes, elles sont rassurées, elles peuvent envoyer leurs enfants à l'école le 2 septembre et il n'y aura rien.
Si vous cédez, chers auditeurs qui nous écoutent, parce que je sais que nous sommes invités à Boya, je chute parce que je viens sur le terrain. Il y a certains journalistes qui parlent de cette activité dans le NOZO, comme nous avons baptisé cela au niveau des médias, sans aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. À Bamenda, à Boya, les Camerounais vivent. Maintenant, je l'ai souvent dit sur ce plateau, ceux qui décapitent les gens, vous pensez que, sur le plan anthropologique, je reprends ça rapidement avant de... Est-ce que vous pensez que monsieur Jean-Charles est là? Vous croyez qu'un Camerounais de parti, par exemple, occidental, qui respecte la tradition, peut se lever et décapiter son chef, peut se lever et décapiter? Non, il a peur. Ça, ce sont des étrangers, des mercenaires qui ont été recrutés par une catégorie de personnes qui pensent pouvoir déstabiliser le Cameroun. Leur problème n'est même plus la sécession. Je dévoile ça ici à l'antenne. Leur problème n'est même plus la sécession. Leur problème, c'est de rendre le Cameroun ingouvernable. Vraiment, ça c'est compris. Aristide Monod, quelle implication, quel impact un tel verdict peut avoir sur le terrain? Un verdict qui intervient moins de 2 semaines avant la rentrée scolaire. On sait bien qu'il y a des campagnes. Je prends le cas par exemple de la campagne Back to School lancée par Agbo Balan, qui visait à amener les populations, les jeunes à retourner à l'école dès le 2 septembre prochain. Quel impact un tel verdict peut avoir sur le terrain? Alors, monsieur Jean-Charles, avant de revenir sur les impacts, permettez-moi de rappeler ici que lorsque nous venons sur des plateaux pour discuter des choses qui concernent, qui impactent le pronostic vital des Camerounais, le pronostic vital de l'État, on doit éviter tout discours démagogique parce que nous sommes des faiseurs de l'opinion. Nous influençons l'opinion, nous socialisons les masses. Et nous devons donc tenir compte de cette lourde responsabilité parce que ça y va du pronostic vital de l'État et de celui des Camerounais. Alors, avant de revenir aussi, avant de passer, de parler de cet impact, permettez-moi de lire rapidement les logiques qui, ma foi, peuvent expliquer la démarche de l'État. La première logique, c'est celle de l'État fort, de l'État debout, où il y a une séparation nette entre la justice, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc, c'est-à-dire au-delà des réalités politiciennes, au-delà des réalités sécessionnistes et unitaires, en fait, d'une certaine objectivité. Et j'admire l'honnêteté de Maître Fou ici, qui a dit qu'il n'a pas été surpris par la sanction. Peut-être c'est la démarche qui a été un peu cavalière. Donc, qui s'en est suivi ne font l'objet d'aucune discussion. On peut donc se féliciter de ce que l'État, la justice camerounaise est restée objective sur la question. Donc, à travers cette sentence, l'État prouve qu'il reste debout au-delà de tout ce qui a été fait comme pression de la part des internationaux et de la part des acteurs locaux. Maintenant, est-ce que cela, comme le disait mon frère Tassi tout à l'heure, est-ce que ça a une incidence sur l'évolution de la crise? Est-ce que cela concourt à ce que la situation soit pacifiée? J'aurais une lecture à 2 niveaux. La première, je dirais oui, parce que cela peut permettre au chef de l'État d'avoir des leviers nécessaires pour agir dans cette situation, parce qu'il ne pouvait pas agir tant que la justice ne s'était pas encore prononcée, au risque de donner un argument supplémentaire aux uns aux autres d'une forte politisation de la justice. Bon, je pense que désormais, le président de la République peut mobiliser la grâce qui lui est accordée, en tout cas le pouvoir de la grâce présidentielle qui lui est accordée par la Constitution pour pouvoir donc donner une accélération politique à cette crise. Seulement, est-ce que le chef de l'État, en risquant, je parle bien de risque, en risquant ce type de démarche, ne va pas amplifier la situation sur le terrain, c'est-à-dire jeter là les germes radicalogènes, c'est-à-dire source de radicalisme? Est-ce que sur le terrain,
les uns et les autres ne vont pas prendre ce cas Ayouk pour démontrer que l'État central n'est pas disposé à dialoguer, parce que je pense que lorsque on fait un tweet, on convoque le pardon, on convoque en fait un bon nombre de principes humanistes, on s'attend à ce que dans les jours à venir, qu'il y ait également des actes humanistes. Est-ce que cette sentence concourt ou alors rentre en droite ligne de l'humanisme et le pardon annoncé par le chef de l'État lui-même sur les réseaux sociaux? Je pense tout simplement non. Sur le terrain, il y a des risques que l'opération qui a été lancée par la commission Faingo connaisse une certaine, j'allais dire, que cette opération soit grippée, parce que la commission du désarmement, de désarmement, parce que en fait le désarmement, qu'est-ce que le désarmement augure lorsqu'on lance les opérations CVR, Comité Vérité et Réconciliation? Cela augure la réconciliation, cela augure le dialogue. Or, M. Sissi Kouayouk se présente aujourd'hui, on peut remettre en question sa légitimité, sa popularité auprès des factions anglophones ou factions sécessionnistes, mais toujours est-il que Sissi Kouayouk reste une forte personnalité. Il est l'un des symboles aujourd'hui de la contestation anglophone, qu'elle soit civile, qu'elle soit armée. Alors, en prononçant une telle sentence, est-ce que ça garantit les uns et les autres de la bonne foi de l'État à pouvoir dialoguer? Je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure sur les détails. Maître Foudi, nous, expliquez-nous pourquoi est-ce que les avocats se plaignent aujourd'hui. Vous dites que la procédure, en fait, je reviens sur la procédure, qu'elle a été biaisée. Pourquoi est-ce que vous le dites? Jean-Charles, avant de répondre à cette question, il faut vraiment que je me dissoucie du fanatisme qui est montré ici sur la table. Je ne suis pas politicien, je suis avocat, même si mon confrère pense que je suis, si lui il veut juger mes qualités morales, comment je peux soutenir quelqu'un comme Sissi Kouayouk, je lui dirais tout simplement que c'est ce que j'ai fait et je le ferai demain et à maintes reprises. Parce que l'avocat a pu défendre tout le monde. C'est pas question de défendre tout le monde, parce que là, l'insinuation, le quiproquo dans ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce dont nous défendons, qui n'est pas vrai. Si monsieur vraiment maîtrisait le travail d'un avocat, lui, on pouvait... Bon, maître, je vous en prie, non, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous, avocat, aujourd'hui, vous plaignez, vous dites que la justice, vous dites que la procédure a été biaisée. Sur quel élément vous appuyez pour dire que la procédure a été biaisée? Je voudrais que vous l'arrêtiez à ce niveau-là, laissez juriste d'abord. Oui, Jean-Charles, je suis vraiment content du fait que personnellement tu étais au tribunal pendant la dernière session, la dernière audience. Je constate que ce n'est pas tout le monde ici qui a même fait un saut au tribunal. Bon, mais voilà. Vraiment, allons droit au but. Est-ce que sur quel élément aujourd'hui les avocats, le collectif d'avocats s'appuie pour dire que la procédure a été biaisée? Je vous dis pourquoi ce prélude a été important. Parce que quand je vais commencer à citer des faits, j'aimerais que quelqu'un comme vous qui a été au tribunal me les confirme. Par exemple, commençons avec le problème du langage, n'est-ce pas? La Constitution précise qu'il y a 2 langues officielles au Cameroun, le français et l'anglais. Dans le cas où un tribunal, après 60 ans d'indépendance, continue à s'exprimer en français dans un souci où les clients, les accusés, ne parlent qu'une seule langue. Mais quand on a vu, il y avait le traducteur en salle, voilà. On a vu le président du tribunal qui de temps en temps était obligé de revenir en anglais. Lorsqu'il constate le traducteur en anglais, il est obligé lui-même de parler en anglais. Jean-Charles, quand il s'agit d'un procès, ce n'est pas de venir de temps en temps en anglais. C'est de s'exprimer en anglais pour que les accusés puissent comprendre. Donc, question d'interprète. Oui. Qu'est-ce que dit le Code? Le Code exige que, dans le cas où quelqu'un ne parle, où les accusés
ne parle pas ni le français ni l'anglais, c'est à ce moment qu'on va prendre un interprète, le mettre sur serment et qui fait l'interprétation. Mais pour la dernière audience, est-ce qu'il s'est posé un problème d'interprète? Est-ce que c'est sur cet élément-là que vous appuyez pour dire que la procédure a été visée? Non, pas seulement sur ça. Je vous dis qu'on a plus de 50 points qu'on va relever à l'appel. Voilà. Il y a problème de langage, il y a problème d'interprète, il y a problème... Bon, ça sont des choses de procédure. De procédure. Entrons maintenant dans le fond de la chose. Jean-Charles, on ne peut nulle part au monde, entre 12h et 17h, n'est-ce pas, entamer une procédure qui va condamner quelqu'un à perpétuité. Est-ce que ça se fait? On a eu plus de 1000 pièces à conviction qu'on n'a même pas eu l'occasion de présenter. On a eu, comme vous avez constaté au tribunal, on a eu 4 tomes des documents. Que ça change, des pièces. Et que le tribunal n'a même pas eu l'occasion de les fouetter. Donc, quand le jugement est passé sur ces pièces d'accondition, c'est à base de quoi? Maître, est-ce que le problème n'était pas dès le départ? Appel l'audience commence, vous avez tendu au président du tribunal le document qui notifie qu'il a été récusé. Et le président du tribunal vous expliquait que ce n'est pas comme cela que ça devait se passer. Vous devez déposer le document au greffe et le greffe qui va lui faire parvenir le document parce que vous demandiez à ce qu'il se dessaisisse du dossier. C'est vrai que c'est ce que dit le code de procédure pénale, article 598. Dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément aux dispositions de l'article 594, il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à décision, sauf que le président du tribunal vous a dit que ce n'est pas en salle d'audience que vous venez me tendre la copie pour dire que j'ai été récusé. Vous devez me donner la copie 2 heures avant que l'audience ne commence. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que tout a commencé aussi? Jean-Charles, que dit le code? Le code précise en son article 598 que, alinéa 2, que, n'est-ce pas, une copie doit être adressée, n'est-ce pas? Oui. Adressée veut dire quoi? Qu'on doit lui remettre ça personnellement. Mais maître, vous aviez dit, moi je vous ai suivi, vous avez dit que vous avez envoyé le document par la poste. Sûrement. Alors le juge vous a dit que moi je n'ai pas encore reçu le document. Mais c'est ça, Jean-Charles, mais c'est ça. L'intention alors était de faire une récusation, n'est-ce pas? Même en ce moment qu'on lui tendait le reçu, il était déjà au courant qu'on a fait une requête de récusation contre lui. Il pouvait alors maintenant appliquer l'alinéa 2 qui dit qu'il doit obligatoirement suspendre. Mais sauf que lui, il a semblé peut-être vous avoir en disant que, en s'appuyant sur l'article 590, dès que le magistrat a reçu copie, il vous a dit que je n'ai pas encore reçu. Non, bon, en droit, qu'est-ce qu'on appelle réception? C'est lorsqu'il entre en possession du document. Non, mais c'est ça. Le code aussi dit que. On a adressé une copie au magistrat, n'est-ce pas? Avec preuve qu'on lui a adressé cette copie. Hein? Il ne pouvait pas nier le fait qu'il savait qu'il y a une lettre de récusation. Attention, c'est bien que l'honorable est ici. Quel a été le but du législatif à établir ce code? C'est parce que si le juge fait quelque chose qui impugne sur son objectivité, on doit obligatoirement faire une requête de récusation. Et c'est ce qu'on a fait. Et si lui, il savait qu'il n'avait rien à se reprocher, il n'avait qu'à attendre pour que la cour d'appel se situe là-dessus. Angélé Soumabongano. Oui,
vous voyez très bien la difficulté dans laquelle vous mettez l'avocat de M. Sissoko Tabou. Pas du tout. Hein. Parce que, non, si c'est comme ça que vous avez défendu M. Sissoko Tabou, je vous assure, vous avez très mal défendu. Vous faites du dilatoire, maître. La réception d'un document comme l'acte de récusation. Je dois vraiment parce que clarifier quelque chose. Oui. Clarifier quelque chose. On n'est pas ici, je suis venu ici faire les analyses légales. Tout à fait. Je ne suis pas politicien. Je ne veux pas faire des prononciations. C'est dommage. Vous faites des accusations politiques contre un magistrat. Oui, parce que vous dites qu'il était au courant que vous l'avez récusé. Or, la récusation, c'est quoi? Lorsque vous récusez un magistrat, non seulement vous déposez votre requête en récusation devant l'instance qui doit siéger, mais vous devez déposer l'acte de récusation, une copie, au greffe du tribunal de séance. Or, le magistrat vous dit que quand il ouvre l'audience, il n'y a pas la copie de votre acte de récusation, quand vous venez lui tendre en salle. Et vous voulez que ce magistrat, que ceux qui nous écoutent, acceptent que vous avez respecté la procédure de récusation. On n'a pas attendu. Ça, c'est le premier point. On a attendu le reçu, la décharge du copie qu'on a laissé au magistrat. Qui n'est pas la notification de l'acte de récusation? Mais que dit le droit? Le droit dit qu'une copie doit être adressée. Une copie doit être adressée. Une copie doit être dans le dossier parce que quand le magistrat arrive au tribunal, nous tous nous avons été au tribunal, il trouve le dossier déjà mis en forme, mis en état, il ouvre l'audience et il découvre que vous n'avez pas mis votre acte la copie de votre acte de récusation dans le dossier. Le dossier est donc vide. À ce moment-là, il est libre de continuer son audience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis d'accord que la justice a été rendue. Et c'est M. Mono qui l'a dit. La justice a été rendue pas parce que l'État veut montrer qu'il est fort. La justice a été rendue parce que rendre justice est une fonction normale dans un État normal. Et l'État du Cameroun dans cette affaire veut être un État normal, un État où on rend justice. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que, est-ce que le président peut agir désormais? Il vous a dit qu'ils ont encore des démarches à faire. Donc moi, je ne partage pas l'avis qui veut qu'on dise que désormais, le président de la République peut donc agir. Peut-être, quand ils auront fini leur recours, qui, il vous l'a dit ici, contiennent à peu près 50 points. Le troisième point, c'est sur le montant. Moi, ça ne me surprend pas. Est-ce que vous avez idée de ce que l'État du Cameroun a dépensé depuis 2016, de novembre 2016, pour résorber cette crise? Les pertes économiques, qui les évalue? Nous avons parlé des familles. Dieu merci, enfin, l'État peut mobiliser quelques fonds pour ces familles, pour tous ces soldats qui ont perdu leur vie. Je précise même que le ministère public avait demandé 700 milliards. 750 milliards. Et c'est très peu de choses parce que les estimations que nous avons seulement pour l'acquisition de matériel militaire nouveau dont on n'avait pas besoin, à ce moment-là, nous sommes à plus de 1500 milliards de francs. 1500 milliards de francs dépensés de façon tout à fait inopportune pour une revendication qui n'a aucun fondement. Et je vous rappelle je rappelle à ceux qui nous écoutent que même sur le champ international, cette revendication a été rejetée par les Nations Unies, par toutes les organisations qui sont chargées, notamment les Nations Unies, de régler les questions territoriales des États. Souvenez-vous que en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, la troisième décennie de la décolonisation à travers le monde, nous atteignons la fin de la troisième décennie parce que les Nations Unies ont décidé qu'en 2020, aucun territoire ne doit être encore sous le régime des colonies. Il y en a 17. Le nord-ouest et le sud-ouest dont on parle ne sont pas là-bas. Donc,
aucun État, aucune organisation ne soutenait cette revendication. Parce que si vous soutenez la revendication sécessionniste au Cameroun, vous êtes sous le coup de l'agression au sens du droit international. Donc aucun État ne peut soutenir cette revendication. Les Nations Unies même, vous vous souvenez également que les Nations Unies ont consolidé le territoire du Cameroun. Quand on signe le traité de Versailles en 1919, la Société des Nations, ancêtre des Nations Unies, reçoit un territoire du Cameroun de l'ordre de 750 000 km². Et c'est l'objectif du référendum de 61, essayer de redonner à ce territoire, qui était sous le régime de tutelle, redonner à ces populations leur territoire initial. Et des gens se lèvent et nous disent que ils ont un territoire qui correspond aux configurations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, oubliant que le 16 octobre 2002, les mêmes Nations Unies, un organe des Nations Unies, la Cour internationale de justice, a rendu une décision qui a facilité la reconfiguration de toute la frontière du Cameroun avec le Nigeria, intégrant le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Donc, les séparatistes n'ont pas un problème avec l'État du Cameroun. Ils ont un problème avec les Nations Unies. S'ils ont une contestation territoriale, c'est là-bas qu'il faut revendiquer. Donc, nous sommes dans cette logique-là, où nous avons un territoire qui est agressé, pas des gens qui pillent, qui tuent, qui assassinent, et qui demandent que l'État du Cameroun retire ses forces des régions du Nord et du Sud. Et les reportages que vous suivez sur certains médias montrant les populations qui se déplacent vont dans la ligne de ce que Ayoub Tabé et ses amis veulent, c'est-à-dire retirer les forces régulières du Cameroun de ces territoires, retirer les populations. Vous savez, c'est des revendications qu'on a entendues dès novembre 2016. Et si le Cameroun s'était retiré, le Cameroun se serait donc comporté exactement comme Ayoub Tabé et ses amis veulent, c'est-à-dire comme un État qui est en situation d'occupation illégale d'un territoire, donc justifiant donc la revendication indépendantiste. Il faut bien suivre ce que je vous dis là. Or, la résolution que M. Ayoub Tabé et ses amis, notamment dans la lettre que M. Boho-Hebet adresse au secrétaire général des Nations Unies, au président américain, cite expressément la résolution du 21 avril 1961, la résolution 1608, qui valide les résultats du référendum des 11 et 12 février 61, et qui ne parle même pas d'indépendance. Cette résolution dit, ce territoire-là, le Northern Cameroun, qui est parti au Nigeria, et le Southern, ne sera indépendant que soit par le rattachement au Nigeria, soit par le rattachement au Cameroun. Ce qui s'est passé à 70%, 70,05% pour le Southern et 60,05% pour le rejet de l'indépendance et le rattachement au Nigeria. Donc, moi je dis que M. Ayoub Tabé Sissoko et ses amis ont loupé un coup. Le Cameroun échappe à quelque chose de très grand qui menaçait la stabilité de notre pays. Vous avez parlé de l'impact. L'impact ne peut pas être celui qu'ils attendent. Vous savez que les menaces ont recommencé. Vous savez ce qu'un de leurs amis dit, M. Paul Pongling, vous savez ce qu'il dit? Il dit que, à partir du 1er septembre, dans une semaine consuite, tous les citoyens camerounais qui sont installés dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 1884, le 1er septembre, ils doivent quitter ces régions-là. Donc, les menaces ont commencé, les menaces ont recommencé, donc ils continuent dans le radicalisme, alors que précisément, nous nous attendions à ce que l'audience de M. Ayoub Tabé clarifie la situation, au moins du point de vue judiciaire. C'est pas encore fini, puisque Maître nous disait, mais vous avez déjà fait appel. Non, ils vont certainement faire appel. Ils vont certainement faire appel. Vous avez 10 jours à compter dès le Ils vont certainement faire appel. Mais je ne voudrais pas que Maître nous amène dans les arcanes d'un procès qu'ils ont perdu parce qu'ils ont mal conduit la défense de M. Ayoub Tabé. Perdu au niveau du tribunal militaire parce qu'ils peuvent faire appel et peut-être que... Bien sûr, qu'il y a des droits de recours, mais qu'ils ne viennent pas dire à nos auditeurs ici que on les a empêchés de s'exprimer. Et je conclue en disant que quand on parle anglais ou français dans un tribunal, on parle les deux langues officielles. On n'a pas besoin de traducteurs. Il y a de nombreux Camerounais qui ne sont ni anglophones ni francophones. Vous pensez qu'ils font comment dans les tribunaux? Donc, le président du tribunal peut parler français. Vous êtes libre de vous exprimer soit en français, soit en anglais.
pourvu que vous développiez votre défense dans l'une des deux langues officielles. Paul Dassi, est-ce que vous pouvez comprendre la gêne des avocats parce que, et même de leurs clients, lorsque on lit le code, par exemple, lorsqu'on lit par exemple les textes, ça peut être le code de procédure pénale, ça peut être le code pénal et tout, on lit les textes en français, il faut trouver le traducteur qui maîtrise les mots exacts pour pouvoir les amener à comprendre. Parce qu'on a vu la difficulté par moment où le président du tribunal, lorsqu'il se rend compte que l'interprète a mal traduit, il est obligé lui-même de demander d'arrêter et de traduire lui-même à l'anglais. Est-ce que à ce moment-là, quand même, on ne peut pas aussi comprendre les clients qui se plaignent du fait, et même de leurs avocats qui se plaignent du fait qu'à un moment, il y a des éléments qui ont manqué? Oui, lorsque, à 5h30, à la fin du procès, j'ai rencontré le responsable de la communication du... Oui, d'accord, je l'ai interviewé. Il m'a dit, clairement, on a discuté, il m'a dit que le problème de fond, je le dis ici sur ce plateau, il a l'impression que c'était un procès contre les anglophones. Ça traduit tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il prenait que dans ce procès, pour revenir à la question, on avait marginalisé tous ceux qui ne parlaient pas en la langue anglaise au tribunal. Et pour lui, c'était un problème qu'il prenait vraiment à bras le corps. J'étais même un peu effrayé quand même. Hein. Je peux comprendre que le fait que les gens ne maîtrisent pas une langue, soit vraiment au quotidien, embêtant, soit un peu gêné de ne pas comprendre telle ou telle langue. Mais je pense quand même après l'indépendance, avec les efforts qu'on fait, on peut quand même comprendre quelque chose. Des bribes, on peut saisir. Est-ce qu'au cours de la procédure devant le juge, ça a été un handicap sérieux? Vraiment, je ne peux pas le savoir puisque je n'étais pas déjà au tribunal, il faut l'avouer. Est-ce que le fait que les Ayoub Tabé et ses partisans, ils étaient 10, est-ce qu'ils ne comprenaient pas le français? Là, c'est une autre question également que j'adresse. Est-ce que les avocats de Ayoub Tabé, monsieur, vous ne comprenez pas très bien français ou tout? Est-ce que les autres ne comprennent pas français? Je pense que tout ceci participe des jeux qui intéressent la justice au niveau procédural. Mais on ne peut pas ici en même temps nier qu'un problème anglophone, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, existe. Hein. Et ce problème-là, je pense que ce n'est pas ici autour de ce plateau que nous pouvons régler. Et je dis toujours, c'est l'affaire du politique au Cameroun de le faire. Qui peut régler ce genre de problème qui se pose. J'ai dit qu'il a parlé que c'est un procès contre les anglophones. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire exactement. Parce qu'il sort de là, il a compris ce qui s'est passé au tribunal. Il avait l'impression que c'était lorsqu'on est anglophone, on est marginalisé. C'est comme ça qu'il ressent cela. Lui, en tant que... Je ne sais pas, moi, je le dis, mon ami. Il estime que le juge avait bien les capacités de s'exprimer normalement en anglais, mais il a décidé de parler en français. Bien que parfois, l'interprète, là, je prends ces mots, je le cite, hein, que le juge maintenant, que par exemple l'interprète, lorsqu'il voulait dire ce que la partie était en train de déclarer, le traduisait en français mot à mot et tordait le sens, même le fond même de la chose. Est-ce le cas? Je traduis ce qu'il m'a dit. Bon, pour revenir maintenant au procès en lui-même, j'ai suivi beaucoup l'honorable dire tout à l'heure, je suis d'avis, et là je suis honnête quand je le dis, je le parle maintenant avec le cœur, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui soutient la succession. Je ne pense pas. Au début, on nous disait qu'ils sont à 5% dans le sud-ouest, au nord-ouest qui soutiennent la... Ceux qui partent de cette zone-là vont venir dans la zone d'ici. Dans les familles, on les accueille par quelle langue? Il y a les traducteurs là-bas. C'est un peu le problème. Ça veut dire, on vous dit que l'avocat a été excessif en disant que c'est un procès contre les Camerounais. Ça veut dire lorsqu'il quitte. Le bon sens des Camerounais n'a pas besoin de... Peut-être m'empêcher de parler. Non, ça veut dire lorsqu'il quitte la région, il ne fuit pas pour aller au Nigeria. C'est au Cameroun. Ça veut dire que, dans la partie francophone du Cameroun, ça veut dire qu'ils se sentent camerounais. Ils n'ont pas un problème de langue. Bon, peut-être qu'ils ne parlent pas, monsieur, on ne parle pas l'anglais. Peut-être qu'ils auraient aussi souhaité... Excusez-moi, est-ce que monsieur, vous parlez l'anglais? Moi, je parle anglais. Je suis sûr que vous ne parlez pas très bien anglais. Et ça, il faut de le reconnaître. J'avoue que je ne suis pas... Mais voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, notre problème maintenant que nous adressons à l'État du Cameroun, c'est qu'il faudrait que l'État aménage... Je ne sais pas comment on va aller. On a commencé à faire des traductions en common law, etc. On a créé une session de la common law à la Cour suprême. C'est de ça qu'on parle. Ça va aller progressivement. Il faudrait que l'État donne ceux qui sont dans la culture anglo-saxonne se sentent mieux intégrés
au sein de la République. Ça, il y a la question. Donc pour moi, la question en tant que Camerounais francophone, la question du sécessionnisme, pour nous, et pour moi en réalité, ça ne passe pas. Aristide Mono, ce matin je lisais une interview de Maître Christophe Andon, qui est également l'un des avocats de Sissi Kouayou Tabé. C'était sur le site du magazine Jeune Afrique. Il disait: nous avons estimé que ce juge avait un agenda caché, le juge du tribunal militaire, qu'il avait un agenda caché. Il est venu pour condamner nos clients. En s'appuyant également, c'est vrai qu'il a cité un certain nombre d'éléments que Maître également a essayé de citer ici. Est-ce que vous également, vous avez l'impression que, parce qu'il semblait dire que le procès a été diligenté depuis la haute hiérarchie et que le juge est juste venu exécuter ce qui avait déjà été arrêté? Déjà, M. Charles Guéla, je vais rappeler à l'honorable Ngono que l'État a vocation à être fort. Donc, c'est une fausse polémique de dire que l'État ne doit pas être fort. L'État doit être fort. C'est la vocation. C'est la vocation, c'est la vocation. C'est la loi qui fait l'État. L'État est fort. Oui, donc l'État est fort, a vocation à être fort. Deuxièmement, lorsqu'on dit que l'État est debout, dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, il faut que l'État soit à même d'assurer ses fonctions régaliennes, les missions régaliennes, y compris la sécurité et la scolarisation de ses citoyens. Lorsque ces utilités de vous êtes d'accord que l'État se retire là-bas? Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord que l'État se retire? C'est pas vous le modérateur. Non, on ne peut même pas être d'accord. Ok. Si vous êtes d'accord, je disais ceci. Lorsque l'État, dans le cadre du contrat social, c'est-à-dire qu'il a reçu une partie des libertés des citoyens, il a reçu les moyens à travers des moyens financiers, à travers les impôts et autres, des moyens militaires, des moyens idéologiques pour assurer son fonctionnement dans tout le territoire, assurer sa souveraineté. Si cet État n'arrive plus à assurer ses utilités de survie, il est défaillant, et de fois on peut parler de la vacance de l'État. Lorsque les enfants font pratiquement 3 ans sans aller à l'école, l'État n'est plus en plein régime d'enseigner tout à l'heure, c'est de bien définir le problème. À partir de la bonne définition du problème, on aura de bonnes posologies. Or, si on essaye de rentrer dans des guerres politiciennes, on aura mal défini le problème et toutes les posologies qu'on va appliquer. Vous le n'avez pas le dire. Monsieur Bongola, vous avez eu votre temps de parole. Lorsque vous demandez aux enfants d'aller à l'école, je vais adopter la posture des chrysologues qui puisent dans la démarche de la médecine hippocratique pour résoudre un problème. C'est quoi le patient? Le patient, c'est le système éducatif dans le nord-ouest. Et le patient souffre. Il souffre de quoi? Il souffre de l'exondation des établissements, c'est-à-dire des enfants ne se retrouvent plus dans des établissements. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'exondation des établissements, c'est-à-dire du retrait ou alors de l'arrêt de l'activité scolaire dans cette partie? On va donc dire c'est la crise anglophone. C'est l'insécurité née de la crise anglophone. Alors, pour résoudre il faut donc revenir sur la pathologie, c'est-à-dire ce qui a causé, ce qui a à l'origine de l'arrêt du fonctionnement du système scolaire dans cette région. Il faut donc commencer par résoudre l'insécurité. Vous ne pouvez pas avoir des ministres qui ne peuvent pas se mouvoir normalement. Ils sont obligés de porter des gilets pare-balles et demander aux enfants, aux gamins d'aller affronter des menaces des amazoniens. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si la chose a été pilotée par le politique. Il ne faut pas qu'on se perde de vue, c'est un procès politique. Ça engage le champ politique et le devenir politique du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on pose les revendications, M. Ayoub Tabi ne revendique pas une chèvre, il ne revendique pas une vache, il revendique un objet politique, c'est-à-dire un territoire. On peut peut-être
on peut peut-être discuter de la pertinence de sa revendication, mais toujours est-il qu'il pose une revendication qui est politique. Et l'État aujourd'hui se retrouve dans un dysfonctionnement. On a la question, par exemple, des élections qui ne font être prorogées tout simplement parce qu'il faut gagner en temps. On a perdu toute une canne avec pour motif entre autres cette insécurité dans le nord-ouest. Donc la sentence qui a été prononcée, cette sentence-là doit rentrer dans un cadre ou alors dans un package politique. Alors, est-ce que c'est du fétichisme? Est-ce que cette sentence-là, c'est un fétiche? Parce que j'ai cru entendre venant de l'honorable Bongono qu'ici, désormais, on a prononcé la sentence, il y aura la stabilité dans le nord-ouest et tout, que Dieu merci et or. Et pourtant, c'est pas là le problème. C'est pas là. Monsieur Ayub Dabe n'est qu'un sous-traitant du problème. Et il a eu à prendre sa part du problème. Il a créé sa part du problème dans un problème qui est porté par un conglomérat d'acteurs. N'oublions pas que ce ne sont pas uniquement des sécessionnistes qui ont porté la crise. Il y a également des messieurs comme Fontaine-Neba, il y a des messieurs comme les Aborbala qui représentaient des corporations. Est-ce qu'on a géré ce politisation de cette histoire? Il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Vous savez, je suis souvent gêné avec certaines postures. On ne peut pas nier un problème en le résolvant. Les gens vous disent qu'il n'y a pas une question anglophone. Ils vous disent que, en fait, il n'y a pas un problème de langue. Entre-temps, on vous traduit le roi Ouattara et puis on ouvre des sections et autres à l'ENAM, mais en vous disant qu'il n'y a pas un problème anglophone. On vous dit qu'il n'y a pas une communauté anglophone. Vous posez la question aux gens, pourquoi est-ce que à chaque fois il faut choisir un premier ministre qui vient du nord-ouest et du sud-ouest? C'est au nom de quel équilibre sociologique? Donc je pense que nous devons être un peu sérieux et ne pas mettre surtout la charrue avant les bœufs. Au lendemain de cette décision, il y a le porte-parole du gouvernement qui a réagi sur Twitter en disant que le gouvernement camerounais a pris acte de cette décision de la justice qui relève également de l'indépendance après le monde en studio. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Bongono, mais notre seul point de discorde, c'est la période de la condamnation de Sisiko Julius Ayub Dabe. On pouvait attendre 1 à 3 mois après la rentrée scolaire pour qu'il soit pour rendre ce verdict-là, afin que les enfants puissent ne serait-ce que commencer à l'école et que les campagnes qui avaient été lancées avant puissent avoir un effet. Oui, ça dit que vous êtes à la fin. Comme mon ami Mono cherche à se débattre, quand nous on posait le problème de sécurité, nous disons non, c'est pas un problème de sécurité, il y a qu'à retirer les militaires, retirer les policiers, oubliant que... Mais là, vous me prêtez des propos. Je n'ai pas dit non. Je n'étais jamais avec vous. Okay. Il faut qu'on s'entende. Des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire qui viennent déployer leur expertise. Monsieur le gouverneur, placez un mot puisqu'arrêté, je vais passer la parole à Gilles Gabas. Je place un mot en disant que je suis heureux que lui parle d'un problème de sécurité. Monsieur Chirac, l'école n'aurait jamais dû s'arrêter. L'école s'arrête pourquoi? Il parlait de l'État. L'école est obligatoire. Mais si un parent décide de ne pas amener son enfant à l'école et il préfère aller en refuge au Nigeria, jouant le jeu. Est-ce que les parents refusent, quand vous dites, est-ce que les parents refusent vraiment d'envoyer les enfants à l'école? Il y a des sécurités, on a souvent vu des écoles qui sont dispersées. Mais quand l'État prend les dispositions pour sécuriser les écoles, c'est vous les journalistes qui encouragez le discours qui veut faire croire que l'État ne peut pas assurer cette sécurité. Mais comment ne peut même pas le faire, monsieur? Non, attendez les journalistes. Tu ne pas dire que tu n'as pas lu certains. Moi, j'ai lu certains journaux. La manière dont vous accusez les journalistes, je n'accuse pas les journalistes. Je n'accuse pas les journalistes. Mais je dis, c'est vous qui rendez souvent compte de ce qui se passe sur le terrain. Il y a militarisation. Vous avez quand même entendu parler de la militarisation. Mais si vous avez entendu des journalistes écrire, dire dans les médias, il faut que les militaires rentrent dans les casernes. Maintenant, vous est-ce que on ne pouvait pas, comme il dit Yes Pounier, est-ce qu'on ne pouvait pas attendre peut-être 1 ou 2 mois après la rentrée scolaire? Parce que imaginez, nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, il y a encore la peur qui est dans l'air. Je pense que il y a les villes qui sont là-bas. Des questions adressées à la rentrée scolaire à laquelle vous faites allusion, cela concerne le pouvoir exécutif. Et je crois qu'à l'entame de l'émission, vous avez évoqué le tweet du ministre
de la communication, porte-parole du gouvernement, qui faisait allusion à ce que le gouvernement, par rapport à cette décision prise par un autre pouvoir judiciaire, puisque la justice relève de ce pouvoir judiciaire-là, le gouvernement a pris acte. C'est la preuve, s'il en était encore besoin, que le gouvernement ne s'est pas mêlé des procédures liées à ce dénouement du procès de Sissekou Tabebe. Maintenant, je pose un peu l'idée de l'honorable Bongono lorsqu'il dit que envoyer l'enfant à l'école relève de la responsabilité du parent. C'est vrai, je vous ai dit que j'étais dans le sud-ouest, j'ai assisté à quelques réunions préparatoires à cette rentrée, et que ce soit le gouverneur de la région du sud-ouest, M. Okale Abilaye, que ce soit le préfet du FACO, M. Lodou Ngamba, ou quelques autres autorités administratives et militaires de la place, notamment ceux du 23e Brune, je crois, tout le monde a tenu à rassurer la communauté éducative que des dispositions sont prises pour que les établissements scolaires, tout au moins, reçoivent la... Ça veut dire qu'il y aura un militaire derrière chaque élève, par exemple. On ne peut pas mettre... Écoutez, monsieur Jean-Charles Buela. Monsieur Jean-Charles Buela. Vous savez, c'est impossible, mais vous posez quand même la question. Monsieur Jean-Charles Buela. Monsieur Jean-Charles Buela. Même aux États-Unis d'Amérique, on ne met pas un gendarme, un policier, un militaire derrière un enseignant ou un élève. Il y a des tueries dans les écoles là-bas régulièrement. Évidemment, il y a des armes. Moi, il faut envoyer les enfants à l'école dans cet état. Non. Mais aux États-Unis, on envoie des enfants à l'école, sachant que ces familles sont armés et peuvent à tout moment dégainer. Camarade, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Je suis vraiment. Chacun a eu son temps de parole, c'est le bien. Vous le respectez. Donc, il faut se dire une chose, Monsieur Buela, la volonté de résoudre ce problème devrait être une volonté commune. Oui. Parents, autorités administratives, autorités militaires, ou ce que nous appelons vulgairement les FMO, les forces de maintien de l'ordre. Mais on constate que, de son côté, l'autorité administrative fait tout ce qu'il y a de son mieux dans le cadre de la sensibilisation des populations. L'autorité militaire prend des dispositions y afférentes, parlant de ce qu'il devrait justement faire, défendre le territoire, assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais en face, on a des parents qui restent terrés dans leur position et qui, par cette attitude, si vous me permettez, et qui par cette attitude, M. Buela, encourage et donne du galon à tous ceux qui promeuvent la sécession et tous ceux qui menacent les enseignants. La place. Ouais, c'est ça qu'ils veulent. Bon, maintenant, pensez-vous que l'autorité administrative ou militaire va aller dans chaque maison retirer des enfants qui devraient aller à l'école, et puis je vais embrayer parce que vous, en tant que parent, est-ce qu'il est possible, vous savez très bien, il y a des écoles, d'après je cherchais tout à l'heure le rapport de l'UNICEF publié en juin dernier, il fait comprendre qu'il y a 74 ou un peu plus d'établissements brûlés et brûlés dans la zone anglophone depuis le début. Ah, en fait, dans la zone anglophone, et plus de 600 par les séparatistes, et plus de 600 000 enfants non scolarisés aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, vous pensez qu'il est possible pour un parent qui voit comment on a tué certains enfants, qui voit comment on a brûlé les établissements, d'accepter d'envoyer son enfant à l'école alors que les séparatistes menacent? Très bien. C'est notre devoir aussi. Je suis le secrétaire général de l'Association des journalistes patriotes du Cameroun. Je vous ai annoncé 10 titres au moins 12 demain. Qui engage, s'il vous plaît. Non, écoutez, il s'agit,
je vous ai dit, je suis le secrétaire général de l'Association des journalistes patriotes du Cameroun, qui regorge en son sein plus de 40 titres de journaux et plus de 250 journalistes. Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde, c'est notre travail, hein. Ce n'est pas nous, c'est pas un travail partisan. Oui, vous ne me permettez pas de parler, parce qu'à tout moment vous voulez orienter ma position. N'orientez pas ma position. Vous parlez du nombre d'établissements brûlés, vous parlez du nombre d'enfants et enseignants tués. C'est effectif. Mais ça a été fait par qui? Vous ne pouvez pas aspirer à diriger un pays, n'est-ce pas, dans la sécession et brûler les écoles qui permettent à ce pays d'assurer, on dit souvent la jeunesse c'est le fer de lance d'une nation. Vous ne pouvez donc pas empêcher les enfants d'aller à l'école, les enseignants d'exercer ce qu'ils ont appris à l'école. C'est inoculer de leur savoir à la jeunesse, à ces enfants-là, qui vont assurer la relève dans 20 ans, 15 ans, 10 ans. Vous ne pouvez pas donc poser pareil acte et espérer diriger un pays. Ça, c'est un détail que je apportais à l'élément de réponse qui est le parent doit jouer son rôle, envoyer l'enfant à l'école. Maintenant, vaincre la peur. Mais ils l'ont fait le 20 mai. Le 20 mai 2019, j'étais toujours à Boya. Je vous assure, M. Bongono, M. Dassi, il y avait des menaces. On a dit aux gars, aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, si vous allez défiler, on va brûler vos maisons, on va vous tuer. Mais ils ont défié dans ce mot d'ordre. Ils devaient le faire également pour la rentrée. Le devoir des parents, M. Jean-Jacques là, je chute. Le devoir des parents, c'est d'envoyer les enfants à l'école. L'autorité administrative a sensibilisé. Son devoir également, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et cette sécurité des personnes et des biens, je pense que si les enfants, les parents osent, ils ne seront pas déçus parce que leurs enfants seront en sécurité et pourront jouir de l'éducation qui va leur permettre d'être aujourd'hui. Je vous en prie, vous revenez du terrain là-bas. On est à moins de 2 semaines, sensiblement 12 jours de la rentrée scolaire aujourd'hui. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que dans les quartiers... Il n'est pas journaliste, hein? Il a dit ici qu'il était avocat, il est avocat, mais il vit dans la zone. Moi, j'étais là-bas, je suis journaliste, je vous rapporte. Vous, en tant que quelqu'un qui habite dans la zone anglophone là-bas, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la peur dans l'air? Bien sûr, Jean-Charles, il y a la peur. Comme au début de l'émission, c'est ce que je vous ai bien précisé. Mais je tiens encore à clarifier quelque chose. Vraiment, j'ai un doctorat en droit. Je suis avocat. J'ai beaucoup hésité sur ce que qu'on discute ici. Tout à fait. Mais je ne suis pas ici comme politologue, je ne suis pas ici comme politicien. Je suis là, voilà. Avant de venir ici, je vous ai promis une chose, que je serai ici pour faire des analyses sur le procès qui vient de se dérouler et ce qu'on va faire en plus. Donc, je ne suis pas ici, je ne veux pas me mêler sur ce que vous prononcez de la chose politique. Mais il y a des clarifications que je dois faire sur le procès. Comme Léopold a dit ici que beaucoup de gens sortent du nord-ouest et du sud-ouest et viennent ici dans la partie francophone au lieu d'aller au Nigeria. Ça, ce sont des déclarations que on ne peut pas confirmer. Comment sais-tu que les autres ne vont pas au Nigeria? Tu ne peux pas. Voilà, pour un journaliste que je respecte beaucoup, Léopold devait... La première question à se poser, c'était est-ce qu'ils partent aussi au Nigeria? On les a vus sur les photos. Est-ce que nous savons vraiment qu'ils viennent ici? Seulement. Si tu me permets, je l'ai Deuxièmement, l'honorable a dit ici qu'il y a des procès, par exemple, en fou qui déroulent pendant 24 heures. Est-ce qu'un fou ou bien des exemples comme ça doivent être les exemples, les références dans un pays, dans un pays où le droit est respecté? Comment est-ce qu'on peut vraiment
entamer une procédure en 17 heures et condamner quelqu'un à perpétuité. C'est ça les questions qu'il nous faut poser. C'est pas question de... C'est vrai, regardez, quand en discussion, c'est vrai qu'on prend toujours des côtés. Vous, ce que j'ai senti ici, c'est que vous avez, sur ce débat, vous êtes borné, vous avez déjà des conclusions. Mais quelle est la norme? Un procès doit durer combien de temps? Non, Charles, pas une seconde. Un procès doit durer combien de temps? Peut-être que... Ça, non, c'est pas de famille. Voilà. Pas hier soir, Charles, écoute-moi, je vais vraiment ça. Pas plus tard que hier soir, j'ai une famille à Kumba qui insistait que je monte là avec femme et enfants. Je dis pas plus tard que hier soir. Mais il n'y a pas d'espace pour accueillir. Non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Deuxième chose. Moi, je ne refuse pas qu'il n'y a... Non, je n'arrive. Je n'ai même pas touché l'aspect dont vous parlez tout à l'heure. Si nous prenons les chiffres officiels, ça veut dire, comparaison n'est pas raison. Si nous prenons le nombre de déplacés qui viennent déplacer internes, et nous faisons une comparaison avec les réfugiés au Nigeria, vous voyez qu'il y a des équilibres. Très grand. Non, on ne peut pas faire ça. Dans les déséquilibres, vous faites allusion ici. Vous avez des chiffres. Vous avez ceux qui partent au Nigeria et ceux qui viennent, qui se déplacent des zones en conflit pour venir dans la partie paisible du Cameroun, qui est le Cameroun francophone. Il y a des équilibres entre les chiffres. Vous savez, oui, c'est de ça que je parle. Et le dire ainsi ne veut pas dire que je veux signifier autrement que la crise anglo-saxonne est résiduelle. Loin de moi cette intention-là. Attends, permets, j'arrache la parole, je fais un peu comme je monopolise un peu. Regardez. Non, regardez, pour dire clairement les choses, et là je parle avec le cœur. Lorsque Ayous a été arrêté au Nigeria le 5 janvier 2018, kidnappé. Mais j'ai acclamé mon frère. J'ai jubilé, je le dis aujourd'hui parce que l'affaire. J'ai dit qu'enfin la paix est arrivée. Je me suis dit, c'est terminé là, naïvement, je me suis dit, allez, c'est terminé. Puis on a arrêté le leader, voilà, la paix est arrivée. Mais quel désenchantement! Mais la guerre a repris de plus belle, il faut dire le conflit. C'est encore enflammé dans la région du Nord et du Sud. Alors j'ai commencé à dire que j'étais en train de faire mon petit rêve. Et je me suis dit, pendant que ça continuait, vous avez vu la position du pouvoir. Le pouvoir n'a pas dit clairement où se trouvait. C'était un blackout autour. On disait qu'ils sont morts, les avocats criaient par tous les toits, mais on ne le voit pas. C'est le MINA qui un jour a daigné dire aux gens que je les vois, ils sont bien nodus, ils sont bien nourris. Je me disais une chose, et pour ça que je parle de ça. Il disait qu'ils ont même pris des kilos. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi je me disais que non. Ma question c'est qu'est-ce que le pouvoir est en train de faire? Pourquoi il est gars? J'étais en train de me dire que certainement que le pouvoir est en train de les convaincre que la socialisme, le sécession n'est pas viable au Cameroun. Donc ça c'est qu'il y avait des négociations. Je le pensais ainsi. Je me faisais cette opinion-là. Peut-être que je me trompais. Alors je me disais certainement qu'ils n'auraient même pas le procès. Ayou, Tabé et Conso vont aller retourner dans la région anglophone comme des apôtres de la paix. Sissoko et le politique. Si je vous pose cette question, vous devez certainement comprendre parce qu'il y a l'un des leaders du collectif qui avait claqué la porte, Maître Frou, Johnson, il a claqué la porte. Johnson, voilà. Il a claqué la porte disant que Sissoko aujourd'hui n'est plus objectif parce que dans l'ombre, il y a un rapprochement entre le politique et lui. Et que ouvertement, on fait semblant comme si la procédure se poursuivait normalement et que derrière, il a claqué la porte. Vous le savez très bien, vous avez communiqué sur ce point-là. Oui, je Jean-Charles, vous avez su le jugement l'autre jour, n'est-ce pas? En fait, si je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas du maquillage, si on peut dire? Cette question-là n'a plus de place parce que vous avez vu que s'ils communiquaient comme vous l'insinuez, il ne devait pas être condamné à perpétuité. Et deuxièmement... Il y a encore une fenêtre qui vous est ouverte et il y a la cour d'appel qui est là. On peut casser très bien. Voilà, jusqu'ici, regardez, le code donne le pouvoir à l'exécutif, n'est-ce pas? On appelle ça nolo prosequi. On peut arrêter ça même demain. Le pouvoir, l'exécutif, le code donne le pouvoir à cette fenêtre et cette pauvre. Et que je finisse, que je finisse. d'un collègue ici. Ce que vous avez évoqué le nom d'un collègue ici,
moi, je ne veux pas, vous ne pouvez je pas... ne demande pas de parler de Vous ne pouvez pas m'attraper dans ce même piège. Voilà le côté politique de l'affaire qui dépasse mon niveau. Je suis avocat et je vais demeurer avocat de Sissoko Ayub Tabé. Et c'est ça. Bon. D'accord, oui, je voudrais d'abord dire qu'il faut sanctuariser l'école. Oui. Si vous rendez l'État responsable du fait que les gens ne vont pas à l'école au nord-ouest, au sud-ouest, c'est que vous faites une mauvaise lecture. Ne fût-ce qu'au niveau des moyens déployés, l'État fait tout ce qu'il faut pour que l'école soit sanctuarisée. Et sanctuariser, ça veut dire que même Ayub Tabé et ses amis, même ceux qui sont en brousse, doivent respecter l'école et les enfants qui vont à l'école. Parce qu'eux-mêmes sont allés à l'école. Quand ils allaient à l'école, on n'avait pas besoin de leur faire la pression pour qu'ils aillent à l'école. Ils peuvent avoir été à l'école, ils prennent les clés des écoles, ils jettent en brousse, ils brûlent les écoles pour que plus personne n'y aille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez posé une question tout à l'heure qui trouve sa réponse, heureusement, dans les explications que M. Daci donnait tout à l'heure. Franchement, on fait comme dans cette affaire, comme si l'État n'a pas joué son rôle. Vous savez bien comment la crise a commencé. Les avocats ont eu satisfaction de leurs revendications. Les enseignants également. Mais aujourd'hui, si on peut dire satisfaction, c'était après beaucoup, c'était déjà, la traduction est intervenue, c'était à des mois. Monsieur, Jean-Jacques, monsieur Bengonavo, vous savez ce que la crise a commencé dans ce genre d'émission, n'est-ce pas? Voilà un avocat. Oui. Demandez-lui comment il fait quand il défend les clients dans les villes où on ne parle pas anglais. Demandez-lui comment il fait. Comment il fait quand il va faire les audiences? Parce que moi je sais qu'ils ont des procès à Paris. Il y a des traducteurs là-bas. Non, il ne faut pas venir donner l'impression ici que les avocats sont des ignorants. Non, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'était un prétexte. Je voulais dire que vous avez commencé cette affaire, vous êtes incapable de la gérer. Aujourd'hui, vous êtes seulement dans les tribunaux pour défendre les séparatistes. Laissez ceux qui sont capables de gérer cette affaire la gérer. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui bloque le dialogue, mais qui va gérer la discussion. Non, attendez. Aujourd'hui, l'État prend ses responsabilités. L'État a pris ses responsabilités. Il a pris un certain nombre de mesures. Moi, je dis que nous sommes dans une histoire où, si l'école n'a pas lieu, au nord-ouest, au sud-ouest, à partir du 2 septembre, c'est que la clarification n'est pas bonne. Parce que ce sont les populations, les enfants dont on parle qui sont en brousse là. C'est une zone que moi j'ai fréquenté beaucoup ces derniers temps. Mais ce sont des enfants du village. Vous là, les gens, vos cousins peuvent vous chasser de votre village. Hein? Est-ce que vos cousins peuvent vous chasser de votre propre village? Je vous dis une chose, monsieur. Ils vous chassent. C'est possible s'ils sont armés. Voilà, j'avais ce que c'est. Maintenant, attention, l'État en qui nous faisons confiance, on lui dit, ils sont armés. Toi, tu as plus d'armes que eux. L'État vient, rassure les populations. On nous rappelait tout à l'heure le travail important des autorités administratives. Si aujourd'hui, malgré la présence de l'État, malgré le renforcement des opérations de sécurité, souvenez-vous qu'il y a un décret qui date de 2 semaines qui relançait l'opération Chacal. Et vous connaissez les qualités du Chacal. Monsieur Bengono. Non, attendez que je finisse. Il y a un problème. Vraiment, je vous assure que... Je vous assure que... Dans votre sens, hein. Je vous assure que... Imaginez donc ce que serait le nord-ouest et le sud-ouest si l'État avait osé retirer... Il ne faut pas se retirer. Voilà. Ce que je dis, on dit que quelqu'un vous a dit que c'est le chef de l'État, alors que nous voyons tous qu'il y a un problème de clarification qui n'est pas réglé. C'est-à-dire que ceux qui doivent clarifier la situation, ce n'est plus l'État, parce que l'État, lui, il est là, il tend la main. Regardez, je vous comprends, attendez. Si vous prenez, vous parlez tout à l'heure des chefs des autorités administratives qui sensibilisent la population. Il a dit tout à l'heure, lui qui vient du sud-ouest. Mais la question, c'est quelle population il sensibilise? Non, mais attendez, cher Bassi, vous savez, je vais vous dire une chose. Attendez, c'est mon temps de parole, je vais vous donner une information. Moi, je suis ici à Bankomo. Vous savez combien de déplacés
nous avons là-bas. Après cette émission, je vais au village. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une rencontre sur le terrain avec un envoyé du sous-préfet et la police pour venir identifier et consolider la sérénité des 5 qui sont arrivés jeudi. Jeudi, dans mon village. Tout à l'heure, si vous voulez, vous allez voir ça. Pour dire quoi? Pour dire que vous racontez des histoires aux gens en disant que là, ce sont leurs frères, ils empêchent que les choses se déploient normalement. Et quand ils veulent donner l'information à l'État, des gens sont là. Et moi, je dis que tous ceux qui défendent les séparatistes qui sont en bouche, c'est eux qui nous compliquent la tâche. Parce qu'ils empêchent que les choses se déploient normalement. Et vous savez, les populations qui sont en Bancoum ici, ils travaillent dans nos champs. Nous travaillons au champ avec eux. Ils sont accueillis par des familles. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez imaginer dans quelle langue ils s'expriment? Ils s'expriment dans une langue, ils se comprennent en tant que Camerounais, sans traducteur officiel, sans avoir besoin comme des avocats qui sont des intellectuels, des traductions écrites. Ils sont déjà mariés, ils se sont bien intégrés. Les Camerounais, mais il ne faut pas que ceux qui sont les élites, je vous en les avocats, je vous en prie, je vous en prie, ici, qu'on ne banalise pas la chose. Est-ce qu'on va comparer la langue qui est utilisée au champ avec ce qui se pratique au tribunal? Là maintenant, au-delà de la rentrée scolaire, il y a également le dialogue. Il y a la Suisse qui s'était prononcée disant qu'elle voudrait quand même accompagner le Cameroun dans cette sortie de crise. Aujourd'hui, il y a cette condamnation qui intervient. Est-ce que cette condamnation-là vient hypothéquer, disons, le dialogue en réalité qui était peut-être imminent? Parce que là, il n'avait pas commencé officiellement, mais il était imminent. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais parler du dialogue. Permettez-moi, comme toujours, de revenir un peu en arrière. Oui, mais pas plus. Pas longtemps quand même. Parce que alors, j'ai suivi, j'ai suivi la question de la sensibilisation des populations. Vous savez, je travaille sur la crise de Boko Haram et j'ai fait le terrain dans cette partie pour comprendre un bon nombre de choses. On ne rassure pas une population avec la sensibilisation. Lorsque la population se retrouve face aux menaces armées, on rassure par des exploits de l'armée. C'est l'armée, par exemple dans le cas de la lutte contre Boko Haram, pour que la population qui était sous la pression des islamistes commence à collaborer avec l'armée. Il a fallu que l'armée fasse montre de beaucoup de ténacité et mettre la population en confiance. Ça ne se décrète pas sur un plateau de radio. Il faut rassurer les populations. Pourquoi les ministres, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on appelle au retour dans les établissements. En 2017, ça a été la même rhétorique. En 2018, ça a été la même rhétorique. Mais curieusement, on a vu des ministres, on a vu des femmes, des gouverneurs défiler avec des pare-balles. Est-ce qu'on va donc demander aux enfants de porter également des pare-balles? Il faut rassurer, pas des actes forts sur le terrain. C'est un acte fort. L'acte fort, c'est quoi? L'acte fort, c'est tout simplement, j'allais dire, pousser les sécessionnistes dans leur dernier retranchement. En faisant quoi? Je dis bien. En faisant quoi? En fait, écoutez, il y a... Écoutez. Je peux essayer ici, monsieur Belgo. Écoutez. Les actes forts, les actes forts. Citez un seul, pas les. Citez un seul. Écoutez donc. Oui, le premier acte fort, oui, c'est celui de... J'allais dire... Écoutez, le premier acte fort pour l'État, oui, c'est de distinguer déjà
les populations qui sont pro-sécessionnistes des populations qui sont anti-sécessionnistes. Je vais vous dire une chose. Écoutez. Si nous sommes tout à fait d'accord que l'État, dans ce type de situation, est obligé de procéder par des tirs disproportionnés, indiscriminés. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de coopération, immédiatement, je dis, monsieur Bongolo, vous avez cette... non, il y a certaines choses que je ne peux pas dire tout simplement parce que j'ai un engagement. J'ai un engagement écrit. Vous voulez un engagement écrit pour le ministère de la Défense. Permettez. Il a si bien fait de commencer en parlant d'actes de confiance que nous souhaitons dans la région anglophone. L'État a commencé, mais M. Bengono, ce n'est pas ce qu'on attend jusqu'à là. C'est ainsi. Donc ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ce qui est fait. Je donne le complément. Ouais. L'État a commencé par exemple en donnant les soins de... l'armée, je ne parle pas de l'État, de l'armée, a commencé par exemple en donnant, on a vu les petits kits que l'armée donnait dans les villages, vous l'avez vu comme moi, dans les villages. Ça veut dire qu'il faut aller davantage dans la région, distribuer. Et ça qu'on appelle les mesures de confiance. Lorsque l'armée arrive dans les villages, déceler les problèmes de ce village-là. Si c'est le puits, qu'on les est dans le puits. Je ne refuse pas. Est-ce que c'est là-bas? Je ne refuse pas. Non, attendez. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Je ne dis pas qu'il faut faire pour faire. Nous faisons pour gagner la confiance de la population. Est-ce que c'est la bonne information de gagner la confiance lorsque les séparatistes nous mettent un mur, font un mur sur une route? Non. Le génie militaire vient dégager le mur. Monsieur honorable, si vous refusez pour faire, vous allez vous bloquer. Non, je ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? Si nous posons des actes et que nous n'arrivons pas dans les régions du nord et du sud-ouest à gagner le cœur de la population, ça veut dire qu'il faut changer en termes et à tout moment les stratégies mises en œuvre. C'est de mettre en cause, c'est ça le problème. Voilà. Comment on va faire gagner l'obligation de réseau? Oui, c'est pour ça que je vous sortons de la société. Je vous dis que l'État va même au-delà de ce que vous dites là. C'est-à-dire l'État va même choisir la fleur au fusil. C'est-à-dire que l'échange avec les populations, les chefs militaires. Il faut que ça n'arrive pas, on change. Changeons de méthode à chaque instant. D'accord. On veut que les résultats. D'accord. C'est les résultats. L'État doit ceci. Chers messieurs, je n'ai pas dit, je dis qu'allons au niveau de l'efficience. Le pôle d'Assis, on se trouve juste dans 2 minutes, le temps pour nous d'accueillir Tatiana Miriedje, qui est avec nous pour les Chougras. Tatiana, bonjour. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Zapresse, Chougras, les nouvelles des médias et les hommes des médias. Qui a vu le jour, une médiation et citoyenneté, en abrégé 2MC. L'association est portée par de grands noms de la presse camerounaise comme Guibaï Katama du journal L'Œil du Sahel, Jules Ndemche de Vox Africa, Jean Tangana de la CRTV, Alex Siwe d'Abeka Radio ou encore Yerima Kinisom de The Post, avec pour président Valentin Simeon Zinga, ancien de la Nouvelle Expression, aujourd'hui à Orange Cameroun. Cette association entend offrir un cadre de réflexion et de débat sur la pratique du journalisme au Cameroun. 2MC compte notamment recenser et apporter des solutions aux critiques venant de tous bords liées à l'exercice de ce métier. Ces 12 pères fondateurs promettent de tout mettre en œuvre pour un rayonnement du secteur des médias. Dans les débats aussi, le ministre Tanganji, ministre de l'administration territoriale, qui suit de nouveau les critiques après un journaliste la semaine dernière. C'est le tour de Jean-Marc Bikoko. L'acteur de la société civile a déclaré sur le plateau de Canal Presse que le ministre de l'administration territoriale n'était pas dans son rôle en mettant en garde les médias de la ville de Douala. Tanganji avait en effet, il y a plus d'une semaine, alors qu'il était en visite dans la capitale économique, interpellé les médias et journalistes de cette ville sur certaines dérives, accusant quelques-uns de tentatives de déstabiliser
déstabilisation. Pour Jean-Marc Bikoko, je cite, si Tangadji voulait être un peu objectif, il interpellerait également la CRTV qui, travaillant avec les capitaux des Camerounais, ne dit que du bien, même quand un événement scandaleux survient. Des propos qui s'ajoutent à ceux du journaliste Eric Fopoussi, qui la semaine dernière se disait étonné des menaces du MINAT à Douala, tandis qu'à Yaoundé, certains médias peinent à exécuter les sanctions du CNC. Une information qui a également fait grand bruit, c'est le démenti d'Equinox et Canal 2 sur l'affaire des salaires fictifs. C'est à la suite d'un texte relayé sur les réseaux sociaux rapportant que les noms de certains journalistes en service dans ces deux chaînes de télévision figurent dans le fichier solde de l'État. Mais cette semaine, les responsables de ces deux médias ont commis des communiqués pour nier leur implication dans la perception des salaires fictifs auprès du Trésor public. Pour la direction générale d'Equinox, il s'agit de mensonges fabriqués par les auteurs du dit texte. Même son de cloche du côté de Canal 2 International qui condamne le caractère hautement diffamatoire de ces écrits et informe le public que ses avocats traqueront les auteurs et les complices du fameux texte. Une autre mise au point cette semaine, c'est celle faite par la présentatrice de l'émission Parole des femmes sur Equinox. Elle a répondu: personne ne joue un rôle. Parole de Julie Ngué, s'exprimant au micro de Médiatude, qu'il a interrogé sur la sélection de ses invités, notamment des commentaires de plusieurs téléspectateurs qui jettent le doute sur la réalité de l'émission qu'elle présente sur Equinox TV. Elle a été catégorique. L'équipe de Parole de femmes abat un travail incroyable pour pouvoir sortir ces femmes et les convaincre de venir partager leur quotidien, a-t-elle déclaré. Pour Julie Ngué, la surprise vient certainement du fait que des femmes puissent révolutionner les programmes télévisés en s'exprimant librement sur des sujets jadis jugés tabous et pour davantage prouver que son émission n'est pas une mise en scène. Julie Ngué indique que ses invités sont généralement accompagnés par leurs proches, surtout que de nombreuses femmes sollicitent son plateau pour partager leurs histoires et dénoncer des abus. On sort de cette rubrique par cette information sur Bruno Bijan de Vision 4 qui a été imprimé. Il a reçu le prix de meilleur journaliste national pour le rayonnement socio-économique et culturel du Made in Cameroun, une récompense décernée par l'Association des entrepreneurs ingénieurs d'Afrique lors du salon de l'initiative femmes qui s'est tenu à Yaoundé. L'association dit à travers ce prix saluer l'engagement de Bruno Bijan vis-à-vis de l'entrepreneuriat via son émission Voix Grande diffusée sur Vision 4, la chaîne où Bruno Bijan occupe par ailleurs le poste de rédacteur en chef adjoint depuis avril 2019. Merci Tatiana Mélidieu. On va sortir de ces débats. Maître, on commence par vous. Alors, Sisseko, il a été condamné déjà au tribunal militaire de Yaoundé. La suite, vous en tant que membre du collectif, qu'est-ce que vous prévoyez? Déjà la peine? La paix, bien sûr, et on s'est concerté et justement on va continuer. Ajebel Soumabono, peut-être en 30 secondes, je vous dis vous dites également ce que vous pensez. Vous allez certainement le reconnaître que l'important aujourd'hui est de pardonner et d'oublier, de tendre ensemble vers un but commun. Nous ne pouvons à la fois regarder l'avenir et vivre au passé. Le pardon mutuel est le chemin qui conduit vers la paix durable. Hashtag Paul Biya, 7 mai 2019, 10h15. Alors, le chef de l'État, on se rappelle, il disait, l'important aujourd'hui est de pardonner et d'oublier. Est-ce qu'il peut user de ses moyens aujourd'hui pour pardonner et peut-être oublier? Il peut oublier, il peut pardonner à nous aussi ce qu'on avait des amis qui ont été condamnés. Mais est-ce que les séparatistes vont pardonner aux populations? Est-ce que les séparatistes vont oublier d'interpeller abusivement, d'égorger des prêtres, d'enlever des sous-préfets, de demander des rançons, de chasser les gens des lobes? C'est ça la vraie question. Parce que c'est pas Paul Biya qui a commencé cette affaire. C'est pas lui qui enlève les enfants, c'est pas lui qui enlève, qui brûle les écoles, c'est pas lui qui brûle les hôpitaux. Lui, il peut pardonner. Et peut-être parce que les autres sont capables de contrition et de pardon aussi. Et peut-être que la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest pourrait
venir par à travers le pardon du chef de l'État, peut-être que le chef de l'État avant ce procès, vous savez le nombre de mesures d'apaisement que le chef d'État a ordonné. Qui n'ont aucun effet parce que précisément ceux qui sont dans la brousse ne veulent rien entendre. Leur seule option, c'est tuer, faire la guerre. C'est la seule solution qu'ils avaient pour leur aujourd'hui. Paul Bassi, on se rappelle, le 30 août 2017, le chef de l'État décide de l'arrêt des poursuites contre Agbobala, Fontaine-Neba et un certain nombre de gens commencent aussi à épiloguer sur les réseaux sociaux en disant qu'il est possible aujourd'hui, peut-être que le chef de l'État, il a tout s'élevé là, ça fait partie de ses prérogatives, peut-être aujourd'hui, il peut pardonner et oublier. Nous sommes à quelques jours du 30 août, il est possible que c'est ce qui s'est passé en 2017. C'est pas ça encore aujourd'hui. Oui, le pardon. En 2017, c'était l'arrêt de poursuite. Aujourd'hui, il peut gracier. Mais la grâce présidentielle n'aura de sens que si cela a de l'influence sur la sécurité globale sur le terrain. Je pense, et je le dis honnêtement, qu'on le veut ou pas, la condamnation de Sessou Ayoutabé aura de l'influence, de l'impact sur la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je pense que ceci étant, il est important que le politique, et je vois que le président de la République, avec du haut de son magistère, saura bien le faire, pour que Ayoutabé et compagnie soient des acteurs majeurs dans le dialogue qu'on demande. Je ne pense pas qu'on peut avoir un dialogue, je peux me tromper, ça je le dis comme je le pense. Je pense que pour un dialogue intégral qui intègre tous les Camerounais, et je l'ai dit tout à l'heure, au début, j'ai essayé de penser comme ça, il faudrait que le pouvoir, et le Cameroun peut le faire, trouve des passerelles pour installer ces gens, à tout le monde leurs proches, pour qu'on arrive à un consensus global de paix. Pour que demain, on ne veut pas une paix de surface, ou 2 secondes après, il y a partition du pays, il y a ceci. Que le président de la République, par la posture qu'il a aujourd'hui, trouve le moyen d'insérer les Ayoutabé, les bandes armées. Je ne sais pas, la chose a dit qu'il y avait les partis qui étaient rencontrés en Suisse. Je pensais, bon Dieu, que c'était les bandes armées. J'ai dit, vous allez le croire, enfin que vous voici les bandes armées. Je me suis encore trompé. Mais ce sont pas les j'ai déjà entendu les partis, je me suis dit, entre partis armés et bandes armées, j'étais naïf de penser comme ça. Aujourd'hui, je vois que c'est autre chose qui m'échappe. Donc, dans ce dialogue qu'on annonce là, je vois qu'en back-office, derrière les rideaux, il y a eu beaucoup de choses. Ça, on a eu des bruits qui viennent de ça et là, il y en a eu certainement. Le vœu qu'on aimait aujourd'hui, et personne n'aime la paix, ne peut aimer la paix au Cameroun plus que les Camerounais eux-mêmes, c'est que nous tenons compte que Ayouk et son avocat est là, s'ils disent qu'ils ne sont pas des Camerounais, nous les prenons comme des frères. Pour moi, ce sont des frères. Et il faudrait que l'État tienne compte de cela et vraiment que dans le dialogue qui est en train de venir, que Ayouk, que même ses avocats qui le connaissent, ils sont là, qu'on utilise tous les moyens pour que la paix revienne au pays. C'est le mieux qu'on demande. Les souffrances là, ça nous touche nous tous. Jubrice Ngaba, que le politique, c'est de la chose aujourd'hui et que peut-être qu'il pardonne et oublie afin que peut-être que ce dialogue-là, auquel dont tu faisais allusion, le Paul Bassi, ce dialogue-là, qu'on puisse avoir tous les acteurs autour de la table, entre autres Sissy Ayoutabé. Le plus important pour moi, à 1 semaine et demie de la rentrée scolaire 2019-2020, c'est que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les parents bravent la peur et envoient leurs enfants à l'école. Facile à dire. Je veux juste rassurer les auditeurs, parce que tout à l'heure, M. Bongona parlait du populisme intellectuel. Je rappelle pour ma crédibilité que je vais vous envoyer le document où je suis tenu par le poids de réserve sur des choses, des objets opérationnels, donc c'est-à-dire qui concernent la stratégie militaire et les démarches qui ils sont en souci. Je rappelle également que dans le cadre de vos recherches, vous travaillez beaucoup avec le ministère de la Défense. Vous avez été à l'extrême nord avec le ministère de la Défense. Je crois que vous travaillez également dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec le ministère de la Défense. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette édition de Zapresse du dimanche 25 août 2019. Émission réalisée et mise en onde par Robert Dassi. Merci également à Bini Sonia Tejou,
qui assure également la réalisation de cette émission pour ce qui concerne la partie Internet. Également, merci à Tatiana Mididje qui a assuré les Sugar. À la présentation, j'étais Jean-Charles Guillaume. Très bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.